Micro branché. Équipe en place, vous les attendiez. Ils arrivent. Enfin, ils sont déjà là et ils attendent aussi. Bienvenue sur Radio 2M. Bienvenue dans l'hebdo. Bonjour, bienvenue dans l'hebdo. Cette semaine, nous allons vous plonger dans l'histoire, notre patrimoine qui fait notre ADN. Il y a quelques mois, des archéologues marocains ont fait des découvertes extraordinaires, des découvertes importantes, mais elles n'ont été révélées qu'il y a quelques jours. Les fouilles menées sur la rive gauche du fleuve du Bourg-et-Greg ont mis à jour des vestiges qui datent de l'époque romaine, des thermes publics d'environ 2000 m², une nouvelle métropole et pour la première fois, un quartier portuaire. Ces découvertes et bien d'autres, nous les devons à l'INSAP, l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine, et c'est son directeur que nous allons recevoir dans quelques instants, Abdeljalil Bouzougar. Ce sera dans quelques minutes. Bonjour à tous. Bonjour, Comment allez-vous bien? Très bien, ça va très bien. Nos chroniqueurs, vous l'aurez compris, sont en place. Selma, quels sont tes sujets aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait le plus parler sur les réseaux sociaux? Alors, mes sujets, on va parler aujourd'hui de fast-food et d'Ukraine. Voilà. Une franchise qui réagit face aux appels au boycott. Et la dernière sortie médiatique du président ukrainien qui n'a pas plu à beaucoup de personnes. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui cogne avec sa chaise et je pense c'est pas que moi. C'est la tienne. C'est pas moi, c'est pas et moi. Qui résonne. Ouais, mais il faudrait que tu la pousses un tout petit peu. Merci. Rimel. Oui. Pour ma part, ça sera la mendicité, plus précisément la mendicité des enfants de la rue. Donc un sujet au cœur des questions sujet orales traité du Parlement. Parlement. Alors c'était la semaine dernière parce que cette semaine, en effet, c'était un jour férié avec les célébrations de la marche verte. Mm-hmm. Et en 2 mots, c'est grave ou pas, docteur? Ouais, c'est grave. Ok. Amine, on va parler de foot, bien évidemment, pas comme seulement, chaque ouais, semaine. Exactement. Mais il me semble que pas seulement. Pas seulement, effectivement. Spider-Man a dit un jour, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On a le pouvoir d'organiser la Coupe du Monde 2030. Nous avons la responsabilité de le réussir. Et je vais vous dire ce qui nous manque. Voilà. Nous parlerons musique, bien évidemment, avec la pépite de Yacine. Ce sera une pépite archéologique avec Nabil Aman. Une pépite archéologique. J'ai failli ne pas poser la question parce que comme d'habitude il ne veut rien nous dire. Enfin bref. L'hebdo, alors il va dire que tu l'as c'est posé. parti. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. On débute comme chaque semaine bien évidemment par l'image de la semaine. Jingle. Je vous rappelle que l'hebdo est à suivre sur l'antenne, bien évidemment, mais aussi en images et en simultané sur nos réseaux sociaux. L'image de cette semaine, c'est l'image d'une conférence de presse très particulière, rien à voir avec celle que nous avons l'habitude de voir, des enfants devant les journalistes. Je vous propose d'écouter un tout petit extrait. We want to live, we want peace, we want to judge the killers of children, we want medicine, food and education, and we want to live as the other children live. Voilà, des mots pas trop juste, des mots d'enfants. Que disent-ils? Nous voulons la paix, nous voulons vivre, nous voulons de la nourriture, l'école, mais pas de bombes. Alors certains ont beaucoup dit, et certains diront encore, qu'ils ont été manipulés pour parler. Mais pourquoi ils devraient rester dans l'ombre? Pourquoi ils n'auraient pas le droit de parler? Ils sont tout de même les premières victimes de cette terrible guerre. Des enfants terrorisés, traumatisés, plus rien à voir avec les visages d'anges qu'ils avaient naguère. Pourquoi ils ne devraient pas parler? Ces voix de l'innocence résonnent quelquefois bien plus fortes que celles de certains politiques avec leurs grands discours quand ils nous exhortent. Pourquoi ils ne devraient pas parler quand ce sont sur leur visage que l'on peut lire la plus grande souffrance, quand ce sont dans leurs yeux perdus que l'on mesure ce besoin de délivrance? C'est leur enfance qui a été volée, leur enfance dont on les a privés et peut-être même à jamais. D'ailleurs, à la question d'un journaliste sur leur espoir, leur rêve, l'après, ils répondent à demi-mot et dans un chuchotement, juste de pouvoir, comme avant, jouer. Que veux-tu qu'on dise de plus, très sérieux? J'avais envie de leur donner la voix et ça m'a... En fait, c'est un coup de gueule que j'avais envie de pousser parce que ces gamins avec des mots, c'est pour ça qu'on a diffusé un petit extrait, des mots approximatifs. Ce petit garçon lit sa feuille, c'est pas très juste. Et d'un seul coup, on a dit oui, mais ils sont manipulés pour prendre la parole. Et finalement,
dans ce qu'ils disent, et presque rien en réalité, ils résument absolument tout. Leur candeur. Exactement. Merci. Et puis le journaliste, en fait, quand il lui pose la question, et ça va te faire plaisir, et quand il lui dit « mais je joue à quoi ? Je voudrais juste un ballon pour rejouer au foot. » Voilà. Alors c'est peut-être la guerre la plus difficile à couvrir pour de nombreux journalistes. Nous en avons parlé déjà la semaine dernière, de par le monde, parce qu'elle réveille des haines qui étaient enfouies depuis des années. Beaucoup ces derniers jours mettent en avant un point essentiel. Il ne s'agit pas d'une guerre religieuse, disent-ils, mais bien territoriale. Ce que nous n'entendons pas, malheureusement, sur certains médias, c'est que jamais la communauté juive de par le monde n'aura été autant mobilisée pour soutenir les Palestiniens. Des manifestations monstres que nous ne voyons pas partout, notamment aux États-Unis, où musulmans, juifs et chrétiens marchaient côte à côte pour demander la paix, un cessez-le-feu. Mais ces images-là, encore une fois, on ne les montre pas. Des images où la communauté juive dénonce et crie haut et fort. Et ça, vous l'avez entendu, et c'est beaucoup sur les réseaux sociaux. Pas en mon nom, qui reprend un très grand c'est un slogan. hashtag qui est en tendance actuellement sur les réseaux Voilà, sociaux. pas Le hashtag en pas mon en mon nom, not in my name. Voilà. Et je rajoute juste une petite... repris également par des musulmans en disant massacre du Hamas, parce que c'est important aussi de le dire, pas en mon nom non plus, quoi. Moi, je voulais juste revenir sur une chose que tu disais tout à l'heure hors antenne, notre carence en tant que journaliste, sur pas mal de choses. Et tu as tenu à rappeler une vérité de la palisse qui serait bon ici de répercuter à nos auditeurs. L'antisionisme n'est pas de l'antisémitisme. Je répète, l'antisionisme n'est pas de l'antisémitisme. Ces juifs qui ont marché contre cette guerre-là en fustigeant l'État d'Israël sont antisionistes. Ils ne peuvent pas être antisémites, ils le sont eux-mêmes. Donc parfois dans nos prises de position, on doit rappeler qu'on n'est pas forcément antisémite parce que nous sommes nous-mêmes déjà des sémites, nous sommes anti-sionistes. Et la différence est de taille. Merci de le rappeler parce que c'est vraiment important de bien faire la différence. Exact. Allez, on va se plonger dans l'histoire. Nous allons à présent vous parler de découvertes qui a fait la une de la presse chez nous, mais aussi à l'international, des découvertes majeures, dont le premier quartier portuaire antique du Maroc, des vestiges de l'époque romaine, des découvertes archéologiques d'archéologues marocains, l'occasion pour nous de mettre en lumière le travail de l'INSAP, l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine. Je vous prie de bien vouloir accueillir le directeur de l'INSAP, Abdeljalil Bouzougar. L'invité. Il faut se dépêcher de s'asseoir ici parce qu'ils applaudissent pas longtemps. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Merci d'avoir accepté notre invitation. On avait hâte de vous recevoir. On a 1 million de questions à vous poser. Moi surtout, eux, je ne sais pas s'ils ont préparé. Mais Elle aime parler mal de nous, très souvent. Oui, Ça se voit que tu es très fière de nous, en tout cas. mais je les aime quand même. S'il vous plaît, juste avant de parler de ce qui s'est passé ces derniers temps, peut-être une présentation pour les auditeurs et rappeler ce qu'est l'INSAP. Nous avons 1 heure. Non. En fait, l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine est un établissement de la formation des cadres qui a été créé en 1985, mais qui a reçu sa première promotion en 1900, la première promotion d'étudiants en 1986. Donc, il a à peu près 38 ans d'existence. C'est un institut de formation et de la recherche, ce qui est un peu, je dirais, un peu particulier dans la zone MENA. Parce qu'on a en fait des instituts d'archéologie, mais qui ne font que, par exemple, que de la recherche, mais pas de la formation. L'INSAP, il fait les deux. Et donc, il gère, de par en fait son décret de création, il gère toute la recherche archéologique. Et aussi, il mène aussi des recherches en anthropologie culturelle et sociale. Alors, on va parler de ces découvertes qui ont été faites. Elles ont, vous m'arrêtez si je me trompe, elles ont été faites cet été, non ? Au mois de mars, c'est le printemps. Ça a démarré au mois de mars, mais en juillet... En juillet, en fait, on s'est arrêté au mois de juillet pour les vacances, parce que les archéologues aussi se reposent. D'accord. Donc, c'est au mois de mars qu'on a commencé, le 14 mars exactement. D'accord. Voilà. Et quand est-ce que... pourquoi c'est révélé maintenant ? Que maintenant ?
Vous savez, l'archéologie travaille sur le temps. Et si c'était à moi, j'aurais peut-être, je sais pas, je pourrais dire oui, on peut rapidement en fait révéler, je dirais, ces découvertes au grand public, au monde entier. Mais le problème avec les archéologues, dont je fais partie bien entendu, on est très lent parce qu'on a besoin en fait de vérifier les données, de les faire valider aussi par nos compères, etc. Donc, en fait, par rapport aux dates, on va revenir sur les dates. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez découvert? Je le disais en introduction, ça a été repris par toute la presse aux quatre coins du monde. Il y a plusieurs découvertes. Beaucoup ont parlé de ce quartier portuaire qui serait le premier du Maroc. Il date de quand? C'est vrai, c'est la découverte avec un grand L, parce que tout le monde cherchait, tous les archéologues, c'est le rêve en fait des archéologues antiquisants, c'est-à-dire qui travaillent sur les périodes dites pré-islamiques. Donc voilà, et donc ils cherchaient tout le temps depuis le début en fait des recherches au Maroc, on cherchait les ports ou bien les quartiers portuaires des îles antiques, qu'on appelle les villes maurétano-romaines si vous voulez, mais pas uniquement romaines. Et donc, ces villes, surtout par exemple comme Chella ou Salah, Lixus par exemple, qui sont au bord des fleuves, ou bien elles sont ouvertes en fait sur l'Atlantique. On cherchait leur port parce que ce sont des villes qui ont beaucoup prospéré, d'après ce qu'on trouve comme objet archéologique, de marbre, monnaie, du marbre, etc., qui a orné les sols, etc., des maisons et tout, des mosaïques, bien entendu. Donc, c'était en fait des villes très riches. Et donc, certainement, ils avaient un commerce, je dirais, en fait, très ouvert sur la Méditerranée. Et tout le monde cherchait les ports. Parce que pour avoir, en fait, de telles richesses, il faut avoir, en fait, un commerce avec l'extérieur aussi. Un port où transite tout ça. Voilà, il faut exporter des choses et importer aussi d'autres. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment une découverte, je dirais, spectaculaire, très importante pour l'histoire, ou bien une grande partie de l'histoire ancienne du Maroc. Il n'y a pas d'autres ports comme celui-là, datant de cette époque, qui ont été découverts ailleurs, à travers le royaume. C'est vraiment le premier. C'est le premier. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez réagi? Parce que moi, c'est un métier que je ne pourrais jamais faire de ma vie, tellement ça demande de patience, de temps. Juste un petit peu plus personnellement, parce qu'on aime bien l'humain dans l'hebdo. Vous avez quoi? Vous avez sauté au plafond? Vous avez pleuré de joie? Ça a été quoi quand vous avez réalisé ce que vous aviez en tant qu'archéologue? Qu'est-ce que ça éveille en vous? Beaucoup de choses. Il faut vraiment le vivre pour en fait répondre. Mais comment vous l'avez vécu? Je vais vous dire, on n'est pas à notre première émotion, si j'ose dire. Parce qu'en fait, le travail, moi personnellement, je travaille sur des choses beaucoup plus anciennes. Donc, c'est une période qu'on appelle la période préhistorique. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer qu'on tombe sur des choses qui datent de 150 000 ans, 200 000 ans par exemple. Et on est les premiers à les toucher depuis qu'ils étaient abandonnés par ces humains il y a 200 000 ans, 150 000 ans. Ça, je ne peux pas vraiment vous décrire. L'émotion, c'est comme une charge électrique en fait. Et après, il faut faire passer en fait cette passion, cette émotion aussi aux gens qui nous entourent, surtout les étudiants. D'ailleurs, ce métier, pour faire ce métier, il faut beaucoup de passion. Il faut être passionné d'histoire. Il faut être passionné d'histoire aussi. Il faut être passionné des origines, passionné des autres, passionné je dirais, je ne sais pas si c'est correct d'être en fait passionné de la modestie. Il faut savoir qu'on est un petit élément dans un grand ensemble et qu'à un certain moment de notre histoire, on a joué un rôle, comme les Égyptiens ont joué un rôle, comme les Européens ont joué un autre, etc. Les Arabes aussi à un certain temps. Et donc là, pour ces périodes très anciennes, donc c'est ça. Il faut savoir en fait que voilà, on est là et qu'on est peut-être le fruit d'un processus qui a commencé il y a au moins... Ça, on le sait maintenant avec les découvertes de Jebel Irhoud qui date de 300 000 ans. Et donc, c'est le plus ancien Homo sapiens, donc c'est découvert sur cette terre. Et maintenant, avec ce quartier portuaire, c'est vrai, on n'a pas sauté en l'air, mais vous n'étiez pas loin quand même. Je vais vous dire, moi, personnellement, ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti la peur. Ah bon, pourquoi? Oui, je vais vous dire pourquoi. La peur d'être, en fait, je dirais, de se tromper. Donc voilà, on était sûr, moi et mon collègue Abdelaziz Khayari, qui est en fait le spécialiste de ces périodes,
lorsqu'en fait on est tombé sur ça, elle m'a décrit un peu ce qu'elle a trouvé. Lui, il est plus, je dirais, il est plus informé que moi sur ces périodes-là. Et lui aussi, il a hésité. Donc on a longuement hésité avant de le qualifier de quoi que ce soit. Donc on disait c'est un édifice, c'est un ensemble, on ne sait pas de quoi, etc. Et à la fin, donc voilà, on avait dit là, alors, au moment où on fait de plus en plus que les fouilles en fait avancent et progressent, c'est là où on a dit oui, c'est le quartier portuaire. Et avec qui vous travaillez en fait? Quelles sont les compétences? On l'a bien fêté autour d'un verre de thé, bien sûr, autour d'un verre de thé ensemble en fait sous un... Et vous travaillez avec qui? C'est-à-dire, est-ce que vous faites appel à des laboratoires pour déterminer par exemple un type de vestige, une datation par exemple? Pour arriver à les dater, ce que tu veux dire, Rimel, de quelle période ils sont? Oui, c'est important. D'abord, il faut les trouver pour les dater. Et pour les trouver, donc, ça, c'est la première fois en fait qu'on a, je dirais, on a eu recours à une technique. Il s'appelle les prospections géophysiques. Bon, j'explique simple. Les prospections le géophysiques. plus simplement possible, s'il vous plaît. Bon, les prospections géophysiques, ce sont en fait des ondes électromagnétiques qu'on envoie c'est des ondes qu'on envoie au sol. Et après, s'il y a un obstacle, une résistance, d'accord, si par exemple il y a un mur, il va vous renvoyer rapidement notre signal et donc la machine qui a envoyé ces ondes, il va les capter sur un écran. Et donc là, on peut voir qu'il y a une anomalie, ce qu'on appelle en fait des anomalies. C'est-à-dire s'il n'y a rien, on va voir juste une... Bon, je simplifie. On m'avait demandé de simplifier. Oui. Non, mais ça, c'est très compréhensible. En fait, un trait. Okay. Si par exemple, il y a une anomalie, c'est-à-dire il y a un petit obstacle ou quelque chose comme ça, un mur, une brique, c'est pas quoi, donc il y aura en fait, on aura comme une oscillation. Courbe. Voilà. Et donc là, on comprend, et donc on le marque, donc on a ce qu'on appelle un radargramme. Donc en fait, c'est comme on va chez un cardiologue, donc il va nous faire en fait donc là, avec une machine, donc on comprend si notre cœur va bien ou pas. Donc là aussi, on peut comprendre ce qu'il y a. Donc au fur et à mesure qu'on avance, on a une sorte de carte souterraine. Et donc on choisit les endroits où on peut aller fouiller. Donc c'est une économie du temps, de l'effort, etc. Mais ça a révolutionné en fait l'archéologie. Donc ce sont ce qu'on appelle les nouvelles technologies appliquées à l'archéologie. C'est bien ce qu'on appelle l'archéomatique. Et pour rejoindre un peu la question de Rimel, à partir du moment où vous dites telle découverte, on pense que c'est telle époque, est-ce que vous partagez avec d'autres experts, scientifiques, archéologues dans le monde? Parce que vous avez quand même pas mal de partenariats et de collaborations. Ça, c'est fondamental, mais je réponds quand même à la question, comment on sait. On connaît la date, parce que pour l'archéologie, on fait un travail sur l'espace, sur le temps. Le temps, c'est vraiment très important. Et donc, pour en fait déterminer l'âge, si c'est bien le sens en fait de votre question, on peut le déterminer de différentes manières. Il y a ce qu'on appelle la manière absolue, il y a la manière relative. La manière relative, c'est en fait, par exemple, le cas justement du quartier portuaire, c'est en fait les éléments qu'on trouve. Les éléments qu'on trouve, il y a en fait par exemple la céramique, etc. Enfin, il y a des types de céramique qui sont caractéristiques d'une période, d'un siècle, etc. Et là, c'était l'époque romaine. Voilà, je préfère l'époque maurétano-romaine. Je vais vous dire pourquoi. Si vous me posez la question, je vais vous dire pourquoi. Et donc ça pour l'âge, je dirais pour la technique ou bien l'approche relative. Mais il y a aussi une autre chronologie qu'on appelle la chronologie absolue. En réalité, elle n'est pas vraiment absolue. On l'appelle comme ça. Moi, je préfère la chronologie numérique. Là, elle est basée sur des techniques au laboratoire. C'est des techniques en fait de datation, dont le fameux radiocarbone. Il y en a d'autres, carbone 14, mais il y a d'autres en fait, comme la luminescence, basée par exemple sur la thermoluminescence ou l'OSL. Bon, voilà, la luminescence optiquement stimulée. Donc, vous voyez, donc inutile de compliquer le discours. On vous pose la question, pourquoi vous l'appelez l'époque maurétano-romaine? Oui. Ça, c'est très important. On l'appelle vraiment maurétano-romaine. Maurétano, ça vient de la Maurétanie. Maurétanie tangitane. C'est le nom antique, en fait, d'une grande partie du Maroc. Et Maurétanie, c'est-à-dire les morts. D'accord? Mort, M-A-U-R. Les morts, R-E-S. Comme mauresque. Exactement. Ouais. Pas tout à fait. Mais allez, on va corriger beaucoup de nos informations aujourd'hui. Cours d'histoire aujourd'hui, je voulais annoncer. Non, en fait, les morts, c'est-à-dire les locaux, la population locale.
Et donc les Romains, et avant eux les Phéniciens, lorsqu'ils sont arrivés au Maroc, ils n'ont pas trouvé un désert, ils ont trouvé en fait des gens. En fait, ils ont trouvé aussi, ils avaient face à eux une organisation. Il ne faut pas oublier qu'avant l'arrivée des Romains, il y avait aussi ce qu'on appelle les royaumes amazirs. Bien sûr. Et qui dit royaume, ça veut dire qu'il y a un territoire avec une organisation. Cette organisation, il y a grande vraiment symbolique, je dirais, de cette organisation, c'est que dans ces royaumes, on a frappé des monnaies. Et lorsqu'on frappe une monnaie, ça veut dire qu'on a une souveraineté. D'accord ? Et c'est-à-dire qu'on a un commerce entre nous et avec autrui aussi. Et donc, il y a une organisation sociale, économique, politique, religieuse, d'accord ? Et urbanistique aussi. D'où l'intérêt, en fait, des fouilles à Chala. Ils ont révélé, donc, ça mon collègue l'a dit, en fait, à l'occasion de la présentation, de la presse, c'est que sur un bloc, on a trouvé en fait une inscription. Cette inscription, c'est ce qu'on appelle néo-punique. C'est-à-dire, c'est une langue qui a été parlée par les locaux. C'est-à-dire, ils ont marqué de la langue qu'ils maîtrisent, c'est pas vraiment latin, mais par leur langue, ils ont en fait marqué les blocs. Et ça, c'est comme en fait, on se promène maintenant au Casablanca, on peut voir en fait des bâtiments qui datent de l'époque du protectorat. On voit en fait la marque de l'architecte avec le nom, donc il marque aussi. Et ça, c'est très, très important. Ça veut dire que ce ne sont pas des Romains qui ont construit ça, ce sont vraiment des gens qui avaient un savoir-faire. Donc, c'est peut-être, ils se sont inspirés, en fait, les Romains sont arrivés avec leur modèle, je dirais, urbanistique, architectural, etc. Mais il faut des gens qui peuvent vraiment construire de cette manière. Avec une expertise. Voilà, et ces locaux, ils avaient en fait ce savoir-faire. C'est pour on ça va qu'on continuer les appelle, à en parler. Maurétano-romaines. On va continuer à en parler, excusez-moi, je vais faire un bond de plusieurs siècles. On va passer de l'époque maurétano-romaine au XXIe siècle, en 2023, pour parler des réseaux sociaux. Oui. Brutal, hein, il n'y avait pas de transition possible. J'ai fait du mieux, c'est carrément le grand écart. Pour voir un petit peu ce qui s'est passé, vous suivez beaucoup les réseaux sociaux ? Beaucoup. Énormément, j'imagine. On va voir un petit peu ce qui a marqué tout le monde. En fait, deux actus que nous choisit chaque semaine, Salma. C'est la revue du web. Les nouvelles du web avec Salma. Alors, je vous ai dit qu'on allait parler de fast-food. Oui. Et voilà, on va parler de McDo au Maroc, qui, face aux appels au boycott pour la cause palestinienne, a réagi en publiant une vidéo explicative où elle a réuni certains de ses collaborateurs, certains qui travaillent au sein de l'entreprise depuis plus de 30 ans, pour expliquer que c'est une marque internationale, oui, mais c'est une entreprise 100% marocaine qui compatit avec la situation à Gaza et qui est loin de tout soutien affiché par les autres franchises à l'armée israélienne, par exemple. Donc, comme on peut le lire dans ses commentaires de McDo, qui a pris le temps de répondre à plusieurs personnes, notre marque est internationale, mais nous sommes une entreprise 100% marocaine. Les profits de la franchise ne vont ni à un gouvernement, ni à une entité politique. Ils constituent simplement un investissement au cœur de notre pays. Ou encore, où ils expliquent, les redevances pour l'utilisation de la marque McDonald's au Maroc n'ont rien à voir avec le soutien d'un parti politique ou d'un gouvernement. Au contraire, ce que McDo investit ce que l'entreprise investit au Maroc, comme les salaires de ses employés marocains, les impôts ou même le soutien des initiatives caritatives locales, dépasse largement les redevances qu'elle paye pour l'utilisation de la marque. Donc McDo qui explique à... McDo, pas seulement Maroc, hein, ça a été un communiqué déjà justement, on a McDo parce France. Que le boycott a été... voilà, toutes les franchises mondiales, en fait, face au boycott, ont commencé à se... Ils expliquent en fait que c'est une gestion propre dans chaque pays. Exactement. On a McDo France, on a aussi McDo aux Émirats, qui a annoncé le don d'1 million de dirhams émiratis au Croissant Rouge émirati qui mène actuellement une campagne qui s'appelle Tarahum for Gaza. Et on a McDo au Mans qui a fait un don de $100 000. Bon, après tout, il s'avère que le boycott a eu des retombées un petit peu utiles. Voilà. On a vu quelques images avec le désert. Oui. Et voilà, il faut préciser que c'est McDo Israël qui offre les repas à l'armée israélienne. Donc voilà. Ensuite, deuxième sujet, on a la dernière apparition de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Ça fait sourire, Amine. La vidéo était drôle. La vidéo est très drôle. If you can't give us
God give us some financial support. Okay, please, give us a credit. And we will give you back money. Et la vidéo a fait beaucoup de réactions, donc c'était sur la chaîne NBC, et ça a fait grincer beaucoup de dents, parce que maintenant que Israël est en guerre, les États-Unis, monnayeurs de longue date de l'Ukraine, dirigent une grande partie de leurs aides financières à Israël. Et ça ne plaît pas trop à Zelensky, qui a dit « Si vous ne pouvez pas nous soutenir financièrement, donnez-nous un crédit et on va vous rembourser plus tard après la guerre. » Donc voilà. Cette sortie médiatique a été qualifiée de désespérée par ce premier internaute, d'embarrassante et triste par cet autre internaute. S'ajoutent à ça des commentaires qui se demandent où sont passés les 75 milliards de dollars d'aide que les États-Unis ont déjà donné à l'Ukraine. On ajoute à ça aussi son dernier entretien avec France 2, qui date d'octobre, mais qui circule toujours autant, où le président ukrainien dit qu'il craint que le conflit israélo-palestinien ne détourne le regard de la situation en Ukraine. Et ça, il y a eu un déferlement de commentaires négatifs des internautes disent que ce genre de propos les révulse, et ils croient que c'est un jeu ou quoi. Et pour moi, l'ironique ici, c'est que ce soit en Ukraine ou en Palestine, le combat est à peu près le même. On est sur de la récupération du territoire en jeu dans les deux pays. Et on aurait donc bien pu croire que le président ukrainien s'en rendrait compte et par conséquent compatirait, mais décidément, la guerre dans toute sa violence peut facilement rendre l'un insensible à l'autre, même s'ils sont dans la même et exacte situation. C'est vrai que les commentaires ont été quand même extrêmement virulents. Oui. On n'oublie pas que l'Ukraine vit quand même une guerre avec des pertes civiles aussi. Importantes. Mais c'est vrai que c'est arrivé à un moment particulier. Et ça fait quand même un petit peu limite de dire ignorer les autres et donnez-nous à nous, parce que c'est, je sais pas, ça veut dire que la souffrance de l'un est plus valable que la souffrance de l'autre venant d'un chef d'État. Ça n'est pas trop passé. Peut-être que les mots n'étaient pas très appropriés non plus, en disant on comprend la souffrance d'un peuple entier et que le monde est en train de voir, parce que c'est quand même une guerre d'image. Peut-être le choix des mots n'était pour la pas même chose. Vous vous battez pratiquement pour la même chose. Quel est votre réseau social préféré, sur lequel vous allez le plus? D'ailleurs, je vais poser la question à tout le monde. Récemment sur Instagram. Alors je me demande que... Instagram, j'aime bien. Ouais, je suis beaucoup sur Insta aussi. Moi aussi, Instagram. Twitter un temps, davantage Instagram. Bien joué les coups d'humour. Et bien pour Hicham, c'en est un tout autre et il avait envie de nous en parler aujourd'hui. Dites-moi si je me trompe, c'est tout de suite. Dites-moi si je me trompe, avec Hicham. Vous êtes déprimé par les informations toxiques concernant le chômage ou l'inflation galopante? Je vous conseille le réseau professionnel LinkedIn. Sur ce cyberparadis, les jeunes au Maroc semblent vivre le plein emploi et presque tout le monde est déjà CEO, fondateur d'une entreprise à l'âge de 21 ans. C'est la Startup Nation dans toute sa splendeur, avec des jobs parfois inutiles, genre Chief of Happiness Officer, comprenez, responsable du bonheur dans une entreprise, et des photos de profil au regard conquérant. Sur d'autres réseaux sociaux, les gens exposent sans complexe leur argent et leur apparence physique, tandis que sur LinkedIn, ils affichent fièrement leur diplôme et le succès de leur entreprise avec une mégalomanie décomplexée. L'autopromotion, le personal branding et les discours corporate ronflants sont légion. Le partage d'expériences, parfois peu heureuses, vise à démontrer qu'avec de la persévérance, on peut triompher dans toutes les situations. Cependant, le culte de la réussite peut tourner rapidement au burn-out et les stories deviennent du genre « J'ai décidé de tout plaquer pour suivre mes rêves. Désormais, je ne fréquente que des personnes qui osent bousculer les conventions, admettre leurs échecs et repartir de l'avant. » Dans cette utopie de la réussite totale, ce type de publication séduit particulièrement les cadres qui se morfondent dans les open space tout en questionnant le sens de leur vie. Alors de grâce, laissez les gens chercher du travail et arrêtez de surjouer votre rôle dans le monde. Ça veut dire qu'il n'aime pas LinkedIn, lui. Il n'aime pas LinkedIn du tout. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle qu'aujourd'hui, dans l'hebdo, nous parlons de ces extraordinaires découvertes faites par une équipe d'archéologues marocains de l'INSAP, l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine. Et c'est son directeur, Abdeljalil Bouzougar, qui est notre invité. Oui, Yassine. Je pense que comme plein de personnes de mon âge, à savoir quarantenaire, j'ai découvert le métier d'archéologue avec Indiana Jones. Pareil. C'est vrai. Ou Lara Croft. Et ça fait Lara plaisir. Croft aussi. Non, on est plus vieux, nous.
Voilà. Et qu'est-ce qu'on trouve quand on fait une fouille archéologique? Est-ce que c'est comme dans les films, genre on a des jarres pleines de pièces d'or ou est-ce que... Est-ce qu'on trouve des squelettes? Vous êtes déjà tombé sur des squelettes? Laisse-le finir déjà sa question. Qu'est-ce qu'on trouve en fait? Qu'est-ce qu'on trouve quand on fait ce genre de fouille? C'est-à-dire le 14 mars, quand vous avez commencé à faire votre fouille, on tombe sur quoi? La question n'est pas qu'est-ce qu'on trouve. La question c'est qu'est-ce qu'on ne trouve pas. On trouve de tout en fait. On trouve de tout. Ça dépend des périodes. Parce qu'en archéologie, en fait, il y a des périodes. Il y a la période la plus ancienne, ce qu'on appelle la préhistoire. Donc en préhistoire, par exemple, c'est impossible de trouver par exemple des monnaies. On trouve des armes, on trouve... Parce qu'il y a des gens qui les ont trouvés avant nous. Non, c'est pas ça. Parce que c'est une période, d'ailleurs, la préhistoire, c'est l'âge de pierre. Donc, y avait tout pas est en pierre. Enfin, on trouve des pierres, on trouve des ossements d'animaux fossiles, c'est-à-dire éteints, qui n'existent plus maintenant. Et aussi des squelettes humains, c'est-à-dire des gens qui ressemblent à peu près à vous et moi, mais d'autres qui sont un peu différents. Ils sont plus anciens. Ça, c'est le macro, ce qu'on peut voir à l'œil nu. Mais il y a des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Par exemple, les pollens. Ça existe aussi dans le sédiment. Donc, ils sont en fait piégés dans le sédiment. Des insectes, des bactéries. Ça aussi, c'est en fait ce qu'on appelle, c'est une discipline en, fait, en archéologie qu'on appelle la paléoparasitologie, par exemple. Voilà, donc, en fait, lorsque les gens meurent, en fait, dans les viscères, etc., ils vont se transformer. Donc, ils vont se transformer finalement, donc après elles vont devenir un sédiment. Dans ce sédiment, donc on peut trouver effectivement ces fossiles qu'on peut observer sous microscope au laboratoire. Et pour les périodes plus récentes, ce qu'on appelle les périodes historiques, c'est-à-dire avec l'apparition de l'écriture, etc., là c'est un peu différent. Donc on tombe par exemple sur des choses comme des inscriptions. Peuvent avoir de différentes en fait natures, inscriptions, je dirais arabes, des inscriptions latines, des inscriptions amazighes, un peu de tout. Et puis il y a aussi la céramique, par exemple, la poterie. Ça, on le trouve aussi en préhistoire, mais on le trouve beaucoup plus en fait en période historique. Les monnaies, par exemple. Enfin, des monnaies en or, effectivement. Des bijoux aussi, d'accord. Vous avez trouvé quelque chose là au Shellad, Yacine, il n'y a que l'argent. C'est fou. Qui l'intéresse parce que... il a raison, c'est vrai que quand on parle de découvertes archéologiques, souvent ce sont des trésors. Juste avant que Rimel vous pose la question, on a parlé de la cité portuaire, mais il n'y a pas que ça. Vous avez découvert également des thermes. On dit des thermes ou pas? Oui, c'est des termes publics. C'est des bains publics, si vous voulez en parler. Enfin, langage familier, c'est des bains publics. En fait, les termes publics, c'est des bains publics. Et dans toutes les villes, les grandes villes mauritano-romaines, en fait, les bains publics, ce sont des institutions, je dirais. C'est des édifices qui sont vraiment très, très importants dans la vie de la population, en fait, de ces cités. Et donc, c'est vrai, ce qu'on a trouvé à Chala, c'est des termes publics. Et dont la superficie, maintenant, atteint 2000 mètres carrés. Waouh! C'est pas fini. C'est-à-dire que, voilà, on va encore continuer les fouilles. On verra, mais je pense qu'ils vont être les plus grands, en fait. Voilà, les plus grands côté superficie, les plus grands, en fait, au Maroc antique. Et ça, c'est vraiment un autre résultat qui est très important. C'est énorme, 2000 mètres carrés. Moi, j'ai une question. Après et c'est là où on a découvert en fait, cette statue en fait, que vous avez vue. On va montrer également en image. Moi, ma question, c'est, après cette découverte, donc on sait que certainement, il y a des rapports qui sont rédigés et tout ça pour pouvoir conserver ces vestiges, si on peut les appeler comme ça. Et en attendant, on en fait quoi? Enfin, ils sont où? Ils sont conservés où? À l'INSAP. Je croyais que je allais dire dans ma tête parce que j'ai fait le geste. Enfin, ils sont à l'INSAP, d'accord, pour études d'abord. Et après, donc, vous savez, ces fouilles-là, elles sont financées par le ministère de tutelle, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, c'est-à-dire avec de l'argent public. Et donc, le public a le droit, en fait, aussi d'admirer, en fait, ce qu'on a trouvé. Et donc, ça, c'est pas tout de suite, ce sera dans longtemps. Certainement, ce sera, en fait, dans des espaces d'exposition, dans des musées. etc. Musées ou autres. C'est-à-dire, là, il faut vraiment les exposer, il faut les mettre à la disposition du grand public. Certainement.
Nous allons nous intéresser maintenant, si vous le voulez bien, on passe comme ça, Oui. à un sujet qui lui aussi est des plus importants et qui fait débat depuis des années et qui était au cœur des questions-réponses au Parlement. Notre parlementeuse y était. Jingle. La parlementeuse. Et oui, on parle d'un phénomène du phénomène de l'exploitation des enfants pour la mendicité qui continue à prendre de l'ampleur. Et rappelez-vous, en 2019, le ministère de la Solidarité et de la Famille avait présenté le programme relatif à la mise en œuvre d'une politique de protection de l'enfance pour lutter contre cela. Il y a eu des mesures qui ont été donc mises en place qui comprennent déjà la prise en charge médicale et psychologique, sociale des personnes en fait, qui sont trouvées dans la rue, une réinsertion dans les établissements d'enseignement et de formation, ainsi qu'un suivi et une évaluation régulière. Et l'un des résultats les plus importants de la mise en œuvre de ce plan, alors on va revenir un peu quelques années en avant, en 2020. Donc l'État avait protégé 142 enfants, dont 79 filles. Et les mères qui étaient en situation de mendicité, qui n'ont pas été poursuivies d'ailleurs, pour exploitation des enfants dans la mendicité, elles avaient bénéficié des services sociaux qui comprennent donc le soutien psychologique, la médiation familiale, l'accompagnement en général, à la formation et à l'emploi. Excuse-moi Rémal, il y a juste un truc que j'ai pas très compris. Quand on parle d'exploitation, ce sont les parents qui vont mendier avec leurs enfants, ou est-ce que ce sont des enfants que l'on loue, parce qu'on a longtemps parlé de ça, pour mendier, parce que la différence est énorme entre une famille qui est dans une situation des plus difficiles et qui va mendier, demander de l'aide, et ceux où ça devient un véritable commerce, qui loue des enfants, parce que là il y a le deux côtés, celui qui loue déjà, et celle qui fait celui. C'est dans les deux cas. C'est une association qui travaille sur le terrain. Elle révèle que l'enfant est exploité pour déjà faire une recette journalière entre 150 dirhams s'il est loué, et 350 dirhams s'il est exploité par ses propres parents. Donc ça interpelle. C'est horrible. Et justement, la parlementaire Khedouj Slassi a expliqué dans une question orale adressée au ministre de la Solidarité lors de la session des questions orales lundi dernier sur ce phénomène-là des enfants de la rue. Elle fait partie des députés qui ont accepté de nous parler. On l'écoute. هي ظاهرة في الحقيقة كتساءلنا جميعا على المستوى القيمي، على مستوى الدستور وحقوق الطفل، وكذلك على مستوى الحس الإنساني السليم. ظاهرة التسول هي في الواقع تهديد للخطر الاجتماعي، لأنها تمثل مشاريع الاغتصاب والاستغلال الجنسي، تمثل أيضا مشاريع الفقر والهشاشة في بلادنا. مرتبط الفقر لدى الأسر اللي كيخلي وليداتهم يخرجوا للشارع. أعتقد اليوم الحمد لله كاينه إرادة ملكية قوية ديال هذا الشيء ديال الدعم الاجتماعي المباشر، وانتم شفتوا أن الحكومة علنت على الأجندة الزمنية وكذلك الدعم اللي غتخصصون هذه الأسر الفقيرة والهشة. الحد الأدنى هي 500 درهم والحد الأقصى هو 1200 درهم، وغيكون مرتبط بالتمدرس، يعني كل طفل كيمشي للمدرسة إلا هذا امتداد ديال برنامج تيسير. ولكن أعتقد أن اليوم هناك إرادة ديال الحكومة من أجل الحد من هذه الظاهرة. عندنا اليوم كنرفعوا شعار الدولة الاجتماعية، لأنه الدعم ديال الأسر، الدعم ديال الأطفال المسنين. كنتمنى هذا الشيء فعلا إلا كان يكون عنده تأثير على الأسرة المغربية اللي غادي إن شاء الله مستقبلا ما تكونش في حاجة أنها تخرج ولدها للتسول، أنها ولا هذاك الطفل ديال الشارع يتستغل باش يتسول به. Ça donne froid quand même dans le dos quand on entend les chiffres. Est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, lors des questions orales, la révélation en fait, du nombre d'enfants qui seraient aujourd'hui exploités au Maroc? En fait, on n'a pas vraiment de chiffres clairs et récents sur le nombre d'enfants qui sont exploités dans la mendicité. On sait que ça cesse de grimper. Il suffit juste de sortir dans les rues des grandes villes et tout ça pour s'en apercevoir. Et très tard le soir. Et c'est très souvent, ils sont très très jeunes. Donc la situation, elle est très grave. Et ça ne nécessite pas un programme, mais je pense plusieurs programmes urgents et efficaces pour y faire face. Je suis un peu dubitatif sur la volonté réelle qu'on a de régler ce problème, la mendicité. Parce que je sais qu'il y avait un gros travail qui avait été fait il y a une quinzaine d'années avec le ministère de la Famille à l'époque. Je pense que c'était Nouza Srelé qui était en tête en charge de ce ministère, si je ne dis pas de bêtises. Et de grosses recherches avaient été faites, il y avait une action qui avait été faite, mais bon, tout ça était resté lettre morte et chaque fois on recommence.
Ou alors j'ai l'impression que c'est un phénomène qui a pris tellement d'ampleur qu'il en devient irrésorbable, je ne sais pas si le terme existe, ou alors j'ai l'impression qu'on ne le prend pas vraiment à bras le corps et que de temps en temps nous avons des petites actions comme ça ponctuelles en se disant bon voilà, on va faire appel un peu à la solidarité de tout le monde et faire en sorte que on s'entraide pour pouvoir sortir. Mais j'ai l'impression qu'on en voit moins. Non, tu sais pourquoi tu en vois moins? Parce que moi je remarque le la soir, différence. Non, c'est pendant les vacances scolaires qu'il y en a beaucoup. Parce qu'il y en a certains qui vont quand même à l'école. Mais pendant les vacances scolaires, je peux vous assurer qu'il y en a énormément. Il y en a de plus en plus. Ouais, c'est la one, j'imagine bien. Mais moi, la question que je pose véritablement, c'est est-ce qu'on a vraiment la volonté de circonscrire ce phénomène-là, ou alors ce sont juste des petits effets d'annonce ponctuels de temps en temps. Prochain épisode de l'hebdo. Parce que oui, prochaine épisode. Oui, mais pourquoi pas, et peut-être faire venir. Il faut qu'on renvoie pas la balle parce qu'on a notre rôle à jouer. C'est une très bonne idée d'ailleurs de sujet, de personnes à inviter dans l'hebdo pour justement nous faire peut-être un. Parce que je voudrais juste préciser effectivement, il y a une chose, c'est que j'ai employé le terme crime, c'est pas vrai, mais c'est une activité extrêmement bien organisée. C'est une activité extrêmement bien organisée comme qui est des très mafias, en fait. Le terme me gêne surtout quand il y a des enfants dans le pipe, mais qui est extrêmement bien organisée et je peux vous assurer que si vous allez faire un tour à Tête Mellil, où il y a un endroit où souvent on les ramasse pour vous verrez des choses incroyables. Vous verrez une industrie. Voilà, une industrie qui rapporte beaucoup d'argent, qui draine beaucoup de flux, avec des gens qui sont organisés en bande, qui réfléchissent à ce qu'ils font. Et j'ai l'impression que si on voulait véritablement couper court et net dans ce phénomène-là, on pourrait le faire, mais bon, c'est la question que je me pose, est-ce qu'on le veut vraiment? Affaire à suivre, mais promis, on reviendra sur le sujet parce que c'est un sujet important. Êtes-vous un passionné de football? Oui. Oui, un petit peu, oui, pas du tout, parce que même quand on n'est pas, non mais même quand on n'est pas des accros de football ou qu'on est de grands amateurs, on a tous été piqués et tous embarqués avec la Coupe du Monde. On est tous piqués et embarqués par rapport à ce qui nous attend en 2030. Oui, bien sûr. Seulement, en fait, quand j'ai dit j'ai hésité un peu, c'est-à-dire que je ne joue plus au foot. Mais j'aime beaucoup le foot, surtout l'équipe nationale. Alors surtout l'équipe mauritano-romaine de football. Dans ce cas, l'équipe. Si ça se trouve, il joue au foot. Va savoir. Qui sait. Il n'y a rien, ça joue et c'est maintenant. Il n'y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Les amis, chers amis, mesdames et messieurs, tu voulais dire un truc, Fessiria? Non, t'écoute, je me prépare à t'écouter avec la plus grande attention, figure-toi. J'espère bien, parce que tu es une femme de bon goût. Rappelez-vous, la semaine dernière, on s'était quitté, donc en nous promettant de revenir sur nos responsabilités nouvelles en tant qu'organisateur de la Coupe du Monde 2030, donc avec qui? L'Espagne et le Portugal. C'est pourquoi j'ai donc donné ma personne et de mes sous perso cette semaine pour aller voir un match de foot dans chacun de ces deux pays, donc l'Espagne et le Portugal, et donc de voir où on en était par rapport à nos voisins. Voilà, parce que vous savez quoi, organiser un mondial c'est bien, mais être à la hauteur c'est encore beaucoup mieux. Autant vous dire qu'en jugeant sur pièce, on a encore du boulot. Et je parle pas des grands chantiers d'infrastructure, je parle des aéroports, des autoroutes, des télécoms, le réceptif, les hôpitaux, j'en passais des plus chers, tout ça on avance bien, parce qu'ils sont évidemment nécessaires à la bonne tenue du Coupe du Monde. Non, je pense qu'un événement pareil, c'est avant tout une histoire d'hommes et de femmes, entièrement dédiée à la cause. Un peu comme quand on prépare l'hebdo, vous voyez, cette union sacrée qui nous prend tous aux tripes et nous pousse à travailler tous ensemble en osmose, harmonie, communion, pour proposer à Patrol le meilleur produit radiophonique possible. Non, je déconne. On sait tous en fait que le seul vraiment sérieux ici parmi nous. Il est faillot grave. Voilà, on sait tous ici que le seul vraiment sérieux parmi nous, c'est Chouchou de la patronne Yassine Tchabouksis. Et je voulais quand même déconner. Donc voilà, plus précisément, je disais qu'un événement réussi, c'était avant tout l'engagement individuel et collectif de ceux qui le portent. Et là, il faut bien le dire, on a encore du boulot. Prenez par exemple un exemple tout simple. L'entrée dans un terrain de foot. La base, quand on organise une Coupe du Monde. Chez eux, leur stade, c'est plus grand, voire aussi grand que les nôtres. Ils mobilisent autant, voire moins de stadiers que nous. Et pourtant, chez eux, il vous faut un quart d'heure grand maximum pour faire une queue, atteindre des tourniquets à l'entrée, avec la certitude de trouver votre place assise. Quand chez nous, on doit batailler 3 heures avant un match contre des éléments déchaînés pour finir assis sur une marche d'escalier, le pantalon sali et les fesses endolories. Je vais vous passer l'accueil, la réception, la propreté des sanitaires, les divertissements à mi-temps, bref, tout ce qui fait la qualité d'un spectacle. En fait,
il me faudrait au moins 3 heures d'émission Non, pour faire le tour. je ne vais pas te les donner. Voilà. Donc en Même fait, pas la en rêve. différence, cette excellence qu'on se doit d'atteindre, c'est juste le cœur à l'ouvrage. On sait faire, on sait même faire bien. Il faut juste qu'on ait envie de le faire et de le faire longtemps avec cœur et abnégation. Même nos joueurs, simulent, ils font à moitié le job. Quand le temps de jeu effectif au Portugal est de 55 minutes en moyenne, pour 58 en Espagne, chez nous, il est autour des 20 minutes seulement. Je ne sais pas si vous réalisez. On joue 20 minutes sur 90, contre 58 en Espagne et 55 au Portugal. Donc c'est-à-dire tout le gap qui nous sépare et le travail qui nous attend. Mais on n'a pas peur, on va le faire. Et vous savez pourquoi on va le faire? Parce que chez nous, on a la culture des recettes, les mariages. Tout faire au dernier moment, recevoir 300 personnes quand seuls 200 étaient attendus, et malgré tout, tout le monde repart heureux en ayant mangé à sa faim et fait la fête jusqu'au bout de la nuit. Extrêmement bien. C'est vrai, vu, alors que chez nos l'image. voisins, 10 bouches de plus à nourrir et c'est la panique générale. Ils savent plus faire. Ah non, vous m'excusez, moi j'avais prévu 153 personnes. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va le faire. Mais si on pouvait s'organiser un peu quand même, ça serait mieux. Rapidement, puisqu'on parle de foot et de Coupe du Monde, on va quand même rappeler que nos équipes nationales de joueurs de petite taille et nos U17 jouent actuellement à la leur. Donc soyez pas radins, suivez-les. Et on en reparle la semaine prochaine aussi. Ouais, ils ont fait un très joli parcours. J'ai adoré leurs. C'est tellement vrai en fait. Tout au dernier moment, tout est. 300 personnes, ça m'a donné 200. كل شيء فرحان, كل شيء واكل, كل شيء ناشط, كل شيء ضحك. Je vais revenir vers vous. Très convaincu, il m'a déstabilisé parce que c'était assez imagé. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Mais vous devez me faire une petite réponse, peut-être assimiler et coller les adjectifs les uns aux autres. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'archéologie? On a parlé de ces magnifiques découvertes, mais qu'est-ce que ça représente, vous, à titre personnel? On ne vous connaît pas beaucoup, nos auditeurs non plus. Merci encore d'avoir joué le jeu. Mais est-ce que vous pouvez, pour tous ceux qui nous écoutent, peut-être ces jeunes aussi, qui ne connaissent pas tellement cette profession, nous non plus, très franchement, qu'est-ce que ça représente pour vous, à titre personnel, l'archéologie? Il y a l'archéologie. Faites attention à ce que vous allez dire, sinon je vais dire ce que vous m'avez dit en off. Oui, je vous ai dit, il y a l'archéologie, il y a ma et votre famille. Exact. Point. C'est ma passion en fait, depuis que j'avais l'âge de 12 ans. 12 ans 12 ans, j'avais Et qu'est-ce qui a réveillé? Vous avez fait l'INSAP aussi? Oui, je suis un lauréat de l'INSAP. Et donc en fait, c'était un professeur de français, s'appelait Nivi Nicole. C'était son nom, je me souviens toujours de son nom et prénom, et qui nous a montré à l'époque en fait des pierres. Et c'était des outils. Des années plus tard, j'ai compris que c'était des outils qui dataient de 20 000 ou 20 000 ans, entre 20 000 ans et 40 000 ans. Elle a parlé en fait de 20 000 ans comme ça. Et pour moi, c'était le coup de foudre. Je lui ai dit comment en fait elle a fait, etc. Mais elle était en fait une amatrice de l'archéologie en fait. Enfin, elle ramassait un peu les outils, ça et là, etc. Donc, certainement au moment d'un week-end. Et donc là, j'ai dit voilà, je veux être en fait archéologue à l'âge de 12 ans. J'avais déjà choisi d'être archéologue. Et donc après, Et quand vous avez dit ça à vos parents, je veux être archéologue, ils vous ont ri au nez, ils vous ont dit bah non, mais attends, ça c'est pas un métier, tu vas pas gagner ta vie. J'ai jamais parlé de ça à mes parents en fait. Mes parents, là, ne savaient ni lire ni écrire, les deux. Et donc en fait, mais après, quand j'ai dit voilà, je vais faire de l'archéologie, donc j'ai réussi le concours à Rabat, donc c'était ma sœur qui m'avait dit ah bon, vous allez travailler sur les morts? J'ai dit non, il n'y a pas voilà, je me souviens d'elle, en fait, elle m'avait dit ça, mais l'archéologie, vous savez, ça m'a beaucoup donné, sincèrement. Donné sur le plan personnel, sur le plan aussi de relationnel avec les gens, et surtout de mesurer la grandeur sans que je sois chauvin, la grandeur de cette terre du Maroc. De la terre du Maroc, parce que c'est vrai que, et c'était peut-être important de le rappeler ici, qu'il y en a eu beaucoup des découvertes au Maroc. Des superlatifs. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas pour la Coupe du Monde. Alors vous pensez qu'on va trouver quoi de nous, dans les archéologues dans 1000 ans, dans le futur? Ils vont trouver quoi de nous aujourd'hui? Apparemment les smartphones. Déjà. C'est sûr. Ouais, difficile à détruire. Oui. Voilà, peut-être, je sais pas. Certainement, enfin, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on écrit moins.
Donc déjà, c'est une excellente question. Il y aura moins de traces. En fait, je pense qu'on aura des traces digitales. Voilà. Donc des déjà, vestiges. en quelque sorte, on perd notre mémoire. Il suffit d'avoir une panne mondiale en fait d'électricité, on va tout perdre. On va revenir à l'âge de pierre. Pour moi, je suis sauvé, je sais comment faire. Mais pour vous, je ne sais pas. Donc, vous avez raison parce que en fait, aujourd'hui, avec la digitalisation, c'est très très bien. Mais je suis encore toujours ému par en fait, cette histoire de mendicité, parce que c'est horrible en fait ce qui se passe à ces enfants. Et donc là, ça me rappelle en fait une chose, on revient toujours aussi, il n'y a pas que la pauvreté, il y a aussi l'éducation. Et pour l'éducation, on revient aussi à la culture. Et donc la culture, bon, pour le dire simple, c'est une définition qui est admise peut-être par la majorité, c'est que la culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. C'est sa définition. Et donc, en fait, je dirais l'archéologie, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on trouve des traces, on tombe sur des traces. Donc, à partir de traces, à partir d'une brique, à partir d'un fragment de céramique, on arrive en fait à reconstituer la totalité du pot, par exemple, ou bien d'une vaisselle, etc. Mais on arrive aussi à voir derrière, en fait, cette invention, derrière ce produit, en fait, on voit le génie, la matière grise de la personne. En fait, ce qu'il a réalisé, les réalisations, ça, c'est quelque chose qui nous rend plus modestes, en fait. Et donc, on comprend, en fait, que si on a construit des cités, si on a atteint ce qu'on est maintenant, c'est que des gens, en fait, des femmes et des hommes comme vous et moi, en fait, ils ont fait un travail extraordinaire depuis des millions d'années. Quand vous êtes heureux, qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Est-ce que vous en écoutez beaucoup, d'ailleurs? Oui. Quand il est heureux, il fait du feu avec du silex. Il n'écoute pas de musique. Non, vous savez, détrompez-vous, je ne peux pas vivre en fait en préhistoire parce que je ne peux pas survivre. J'aime bien vraiment Non, j'aime bien mon époque, là où je suis maintenant. Ouais, il faut le dire, sincèrement, je prends une distance avec mon sujet d'étude. Et donc, c'est sûr et certain, si on projette avec une machine miraculeuse, en fait, vers 1 million d'années, ou 200 000 ans, 300 000 ans, c'est sûr, je ne vais pas survivre 5 minutes. Parce que ces gens, ils ont un savoir-faire. Ce savoir-faire, nous, on a bénéficié, en fait, de savoir-faire pour être maintenant ce qu'on est. Et donc, pour revenir, en fait, à la question, c'est quel style de musique? Style de musique, quand je suis, en fait... je vais être vraiment tranquille, j'écoute Nusrat Ali Khan. Ah, c'est un Pakistanais, c'est... Oustad Nusrat Ali Khan. Allah rahmah, il est mort en fait en 1995. Yacine nous fait découvrir un artiste ou une musique et c'est tout de suite dans la pépite. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktirt. Madame Laouni, je vais vous montrer à quel point je suis le meilleur élément de cette émission. D'après vous, pourquoi j'ai choisi cette chanson comme pépite de cette semaine, sachant qu'elle date quand même de 2019? Tu as dit archéologique. C'est pas archéologique, hein? Pardon? C'est pas si vieux que ça. Non mais Amine, il est sur son téléphone, il t'écoute pas. Du tout. Dès quand t'arrives ta chronique, il prend son téléphone. Je l'écoute, mais je l'écoute religieusement et je pense que vous ne devriez pas l'interrompre. C'est le meilleur élément de cette émission. C'est pas. Alors, on va le dire ce que tu veux. On va dire ce que tu veux. C'est maintenant qu'il va nous le prouver. On va revenir à la question pourquoi j'ai choisi cette pépite-là. La raison est simple, elle démontre tout l'effort déployé par votre humble serviteur. Ahinia Soltani de Nabila Ma'an est à ma connaissance une des rares, voire la seule chanson dont le clip a pu être tourné sur le site de Chella, magnifié par le réalisateur Reda Al-Hamid. Ce poème issu du patrimoine traditionnel andalou-marocain et appelé Noubt al-Ashaq fait partie des 11 noubats andalouses. Nabila Ma'an a pu sublimer ce poème datant du XIVe siècle et a pu donner une dimension intemporelle à cet hymne à l'amour en faisant un parallèle entre son histoire et celle de l'idylle entre le sultan Aboul Hassan al-Mérini et sa femme Shams Douha, tous les deux enterrés au cimetière mérinide de Chella. Pour info, le sultan avait exigé d'être enterré à côté de sa bien-aimée. Nabila Ma'an a pu compter sur son mari et musicien Tariq Hillel ainsi qu'une ribambelle de musiciens pour que le violoncelle, la trompette, le piano ainsi que la guitare puissent porter la musique arabo-andalouse dans un espace-temps autre. Blama Ktiralikum, je vous laisse avec Ahinia Soltani de Nabila Ma'an.
ساعدني إنها تحيي لا 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 إنها تودني. Magnifique morceau choisi. Je Infiniment. confirme. Quel talent, je Vraiment, confirme. Bravo. Merci. pour, Meilleur élément de ta- cette. J'ai une le meilleur toute petite élément. question. Non, on n'a pas Très le temps. rapide par rapport Non, à la je musique. suis désolée. Je suis vraiment navrée. Là, ouais, parce que le dernier mot, il est pour notre invité et sinon, on n'en aura pas le temps. Je suis vraiment désolée, mais la semaine prochaine, il peut y revenir. Vous avez 1 minute et ça, j'y tiens beaucoup à ces 60 secondes pour transmettre le message que vous souhaitez à nos auditeurs. Vous dites ce que vous voulez, vous avez 60 secondes. Je ne sais pas, encore une fois, sans que je sois chauvin, l'archéologie est ma passion. Et je pense qu'il m'a beaucoup aidé à découvrir mon pays. Et je pense, mon message pour les auditeurs, c'est que si je n'étais pas marocain, j'aurais choisi en fait de l'être. Et il faut vraiment être fier, je pense, de la grandeur de cette terre. Comme j'ai dit, qui regorge de superlatifs. C'est là où il y a la première société sédentaire. C'était ici. C'est ici aussi où on a eu la première opération chirurgicale au monde, datée de 15 000 ans. C'est ici qu'on a découvert les plus anciens objets de parure au monde, ce qu'on porte un peu, c'est les ancêtres en fait, de ce qu'on porte maintenant comme collier, etc. Et tout, 150 000 ans. Et c'est ici qu'on a le premier Homo sapiens, c'est-à-dire les gens, le premier vous et voilà, moi. qui vous ressemble, nous ressemble. Voilà, donc il y a de quoi être fier en fait et de s'intéresser au patrimoine. Et là, je termine par ce que nous a dit en fait notre première directrice de l'INSAP, Madame professeur Jodi Assal Slimane, elle nous a dit quand j'étais en fait petit, première année en fait à l'INSAP, elle nous a dit levez le doigt, les étudiants de première année, donc timidement on a levé le doigt et dit écoutez, je vais vous donner un conseil. Passionnez-vous et par la suite, engagez-vous. Je pense que maintenant, je suis passionné et je suis effectivement... Et vous êtes engagé. En tout cas, bravo. Merci. Voilà. Vous ne pouvez pas aimer... mais vous savez quoi? Mais nous, on est hyper fiers de vous. Vraiment Merci très beaucoup. fiers de vous et du Merci. travail que vous... c'est comme un cadeau. Je rappelle Abdeljalil Bouzougar que nous recevions aujourd'hui, le directeur de l'INSAP, l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine. Des images, vous retrouverez cette émission en images dès ce soir, à voir et à revoir avec quelques extraits réalisés par l'ensemble de nos équipes. Un grand merci à toute l'équipe que vous ne voyez pas. Il va falloir qu'on filme de temps en temps dans la régie pour voir. Oumaïma, notre chef de prod, Hamza Nouhi à la réalisation et bien évidemment Mohamed Smail, grâce à qui vous pouvez découvrir tout ça en images. Vous avez passé un bon moment? Excellent. Vous reviendrez? Sans hésitation. Il n'y a pas besoin d'attendre une nouvelle découverte. Merci encore. Merci à vous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Quoique, à ce fauteuil, il y aura quelqu'un d'autre. Ciao!